Bonjour tout le monde, bienvenue dans la saison 2 du Coup de Bigot, le podcast qui réconcilie les managers avec le management. Merci pour votre fidélité pendant la première saison. On lance la deuxième saison qui sera davantage orientée sur du collectif. Notre objectif, ça reste de vous fournir le maximum de cas concrets que vous puissiez réutiliser avec des outils activables qui correspondent à vos propres problématiques managériales au quotidien. Vous avez été nombreux à nous dire que ça correspondait exactement à vos attentes sur la saison 1. On espère que dans cette nouvelle saison, on aura à nouveau des cas qui vont vous servir beaucoup et qui seront très utiles au quotidien. Donc, je suis Yannick Bigot, fondateur de N48 Conseil, sociologue de formation, et j'espère que cette saison va vous plaire. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Coup de Bigot. On a la chance d'être accueillis aujourd'hui au Coq Hotel à Paris, qui est un hôtel dans lequel j'ai beaucoup mes habitudes et qui nous accueille à titre gracieux aujourd'hui pour quelques tournages. Donc j'ai la chance, le plaisir, l'honneur, l'avantage, je ne saurais dire, de recevoir Olivier Lagré. Bonjour Olivier. Bonjour Yannick. Alors c'est un épisode un peu particulier pour moi. Olivier, ça a été mon patron, c'est lui qui m'a appris mon métier de consultant. On se connaît depuis très longtemps maintenant. Et donc, je suis vraiment très, très content que tu sois dans le podcast aujourd'hui. C'est très chouette. Moi aussi. Merci. Et tu vas m'aider à déconstruire des outils que j'explique aux gens, à leur donner une nouvelle dimension. Ça va être intéressant. D'accord. Bon, vas-y. Olivier, je t'ai invité aujourd'hui parce que tu es un grand spécialiste de conduite du changement. Ouais. On a beaucoup travaillé sur ces sujets pendant très longtemps. C'est un sujet qui est pas très connu des patrons de PME et d'un certain nombre de managers. Ils ont pas toujours effectivement les clés pour comprendre ce truc-là. J'aimerais bien qu'à la fin de l'épisode, ils aient quelques outils un peu activables ou des clés de compréhension de finalement c'est quoi un changement, pourquoi des collaborateurs quand je propose une transformation ou un aménagement, ils résistent un peu à mon truc ou ils sont pas forcément d'accord. Qu'ils aient des clés pour comprendre ce truc-là, qu'ils le vivent pas forcément juste comme une résistance entre guillemets ou une forme d'opposition à une idée qui leur paraît bonne, mais qu'ils aient les clés pour comprendre ce qui se passe derrière. J'aimerais bien qu'on arrive à faire ce truc-là. Essayons. Allez, essayons. On y va. Ok. Est-ce qu'on peut commencer par se dire, c'est quoi dans une organisation pour toi, comment est-ce que tu qualifierais un changement finalement? Tu dirais c'est quoi un changement dans une organisation? C'est quoi les changements qu'on accompagne et qu'est-ce que ça génère chez les gens? Tu pourrais dire un truc là-dessus? Souviens-toi, quand il y a une quinzaine d'années, on travaillait ensemble pour une grande société nationale qui s'occupe de transport ferroviaire, je ne veux pas en dire plus. Et donc, cette organisation, on avait un client qui était assez fantastique et qui commençait souvent, qui était responsable de la conduite du changement de ce projet. Je m'en souviens. Je me souviens très bien que ce monsieur qu'on va appeler Pascal, il commençait souvent ses interventions sur à quoi il servait dans un projet, en rappelant que dans la vie, seuls les bébés apprécient d'être changés. C'était sa grande. Je me souviens qu'il démarrait effectivement. De début. Ouais, super. Et moi, j'ai un peu l'impression qu'il faut déjà partir de là. C'est-à-dire, faut partir de l'idée, avant d'attaquer la question du changement avec ses outils techniques, que d'une certaine façon, nous, êtres humains, depuis le temps des cavernes, on passe notre vie à essayer de comprendre et de maîtriser surtout la stabilité de la situation qui est la nôtre. C'est-à-dire, en fait, ce qui nous préoccupe, c'est un peu de stabilité. Est-ce qu'on va pouvoir bouffer? Est-ce qu'on va pouvoir s'habiller? Est-ce qu'on va pouvoir rester avec ceux qu'on aime? Est-ce qu'on va pouvoir faire un truc Bon, voilà. Et on essaye de construire des situations qui font que ce soit un peu garanti et un peu tranquille pour nous. Et fatalement, quand quelque chose vient changer cet ordre-là, le chef qui vient me dire « Hey, ce matin, j'aimerais que tu t'occupes plutôt de ce truc-là » ou ce serait bien qu'à partir de la semaine prochaine, on travaille plutôt comme ça. Ou ce serait bien aussi qu'on mette un petit coup de collier là dans les 2 prochaines heures. On est en train, le chef faisant ça, bouleverse ce qui est souvent j'allais dire presque l'énergie vitale des gens, qui est de dire je veux maîtriser, je veux savoir où je vais, je veux de la paix, je veux de la tranquillité, je veux maîtriser. Et donc fatalement, quand ça change, on peut avoir ce premier réflexe, c'est de dire mais est-ce que j'ai envie de, et fatalement, on va vraisemblablement en reparler. Et c'est une question que tout manager doit commencer à se poser. Lui comme les autres, quand quelque chose de nouveau arrive, on se pose la question, qu'est-ce que ça me coûte? Qu'est-ce que ça me rapporte?
T'es déjà parti sur l'équilibriste. On dit, qu'est-ce que ça me coûte, qu'est-ce que ça me rapporte, c'est magnifique. Non, juste avant d'y aller, ça me va très bien. Pour ceux qui ont déjà suivi les épisodes du podcast, on a parlé plusieurs fois, justement, de cet équilibriste, mais tu vas lui donner une nouvelle dimension qui est intéressante. Globalement, ça veut dire que le premier message à un manager, c'est de se dire, il faut s'attendre naturellement à avoir de la résistance. C'est pas que les gens soient dans une logique d'opposition, c'est que de venir modifier leur mode de fonctionnement au quotidien, c'est contre-intuitif pour eux, alors que la logique naturelle, c'est d'essayer d'avoir le maximum de stabilité possible. C'est la logique. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que des tas de bouquins de développement personnel nous incitent à essayer un petit truc nouveau différemment, ou même quand on veut apprendre. Moi, je voyais ça encore récemment dans des journaux. C'est les routines. C'est le mois de janvier. C'est quoi tes routines de l'année? Enfin, on essaye de construire des trucs répétitifs pour justement s'offrir du nouveau sur des sujets qui nous plaisent. Aller bouffer avec des copains, voir de nouveaux films, aller faire un... Bon, bref. Donc, le nouveau, on veut le décider, mais le nouveau qui s'impose à nous, a priori, il vient bouleverser nos habitudes et ça nous plaît pas. Très clair. On peut basculer effectivement sur... Alors, on en reparlera peut-être un peu plus tard, mais du coup, ça rejoint quand même aussi quelles sont les marges de manœuvre que je maîtrise en tant que collaborateur, quelles sont les marges de manœuvre effectivement de ma hiérarchie ou de l'organisation, et comment est-ce que finalement, quand je viens modifier quelque chose dans la vie d'un collaborateur, je lui retire certaines marges de manœuvre, une partie du pouvoir qui est le sien aussi. Du coup, on discutera peut-être de ce truc-là si on a le temps tout à l'heure. Si on parle de l'équilibriste, du coup, j'adore. Donc, on a le schéma là, et je sens que effectivement tu vas le compléter. Moi, je raconte souvent l'équilibriste autour de comment est-ce que le manager peut comprendre les leviers de motivation d'un collaborateur en disant, si tu veux arriver à l'équilibre, enfin, si tu veux arriver à être motivé, il faut que tu sois à l'équilibre entre ce que ton travail te coûte et ce que ton travail te rapporte. Oui. Mais c'est une version tronquée pour le coup de l'équilibriste, et je veux bien que tu nous fasses la version complète. Tronquée, oui, enfin tronquée, c'est-à-dire que si je me lance dans l'utilisation de cet objet, moi j'aurais tendance à dire que le manager, ce qui l'intéresse, c'est pas que quelqu'un soit motivé, c'est pas son sujet. Son sujet, c'est que son équipe adopte des comportements qui sont de nature à améliorer la performance de l'entreprise. C'est ça son problème. Son problème, c'est que les gens se comportent de telle façon que leur comportement, leur façon d'agir, leur façon de penser, leur façon de réagir, elle soit génératrice de performance. Qu'on produise mieux, qu'on vende mieux, qu'on administre mieux le business. Ça, c'est important pour eux. Et donc, cette question du comportement, je vais me lancer comportement de performance. Comportement de performance, en fait, le manager doit se dire, mais qu'est-ce qui va influencer le comportement des gens. Et je pense qu'il y a une grille vraiment toute bête, toute simple à avoir en tête, c'est que en fait, on se comporte tel qu'on se comporte pour 3 raisons. On comporte en disant 1, je sais ce qu'il faut faire. 2, je peux le faire. Et 3, effectivement, et on a commencé par là, mais je le mets volontairement, c'est je veux le faire. Et donc, je me comporte tel que je me comporte, à la fois parce que, effectivement, j'ai envie de le faire, mais aussi parce que j'en ai les moyens, et les moyens, parce que l'organisation me donne les moyens, les outils, les processus, les capacités à faire, la liberté à agir. Et je sais, parce qu'en fait, concrètement, je sais ce qu'il faut faire pour y arriver. Donc, je veux, je sais, je peux, égale comportement de performance, et c'est ça le premier souci du manager. C'est comment j'arrive à influencer ces 3 dimensions-là. Et c'est très important pour lui de se dire, tiens, si moi je veux que mon collaborateur soit plus rapide ou prenne plus de recul, machin, comment je peux agir sur ces 3 leviers-là? Et la motivation va être une des dimensions, mais pas la seule. C'est ça que je voulais dire quand je parlais de remise en perspective du modèle. Donc, en gros, ça veut dire que tout manager aujourd'hui, tout dirigeant d'une PME, il doit se poser la question face à une transformation ou quand il attend de changer quelque chose, c'est de se dire, est-ce que mon collaborateur, il sait ce qu'il a à faire? Est-ce que mon collaborateur veut le faire? Et est-ce que mon collaborateur a les moyens de faire correctement ce que je suis en train de lui demander de faire? Exactement. Y compris, c'est un cas que j'ai souvent dans les organisations, y compris dans je peux le faire, c'est que parfois on a l'impression qu'on lui a donné les moyens, mais qu'en réalité, on a des comportements qui font exactement l'inverse. Alors, typiquement, dans des cas de délégation, on se retrouve souvent avec un manager qui dit à un collaborateur, voilà ce qui est ta responsabilité, mais qui en même temps vient bypasser sans cesse le collaborateur. Typiquement, le cas classique que je rencontre souvent, c'est, je te délègue un client,
Mais je continue à avoir un dialogue direct avec le client, je continue à gérer des trucs, à prendre des décisions avec le client. Donc en l'occurrence, le manager a l'impression d'avoir donné au collaborateur la capacité à faire, alors qu'en réalité, son comportement génère exactement l'inverse. Oui, je suis d'accord. C'est souvent cette croyance qu'a le manager qu'il a tout fait, il n'y a plus qu'à. Et en fait, c'est pas totalement le cas. C'est drôle ce que tu racontes parce que ça me fait penser à cette anecdote où je faisais un jour du coaching pour des entreprises familiales. Oui. Et j'interviewais 2 fils qui avaient repris l'affaire, alors que le père était normalement le père qui était le fondateur, était normalement en retraite. Et alors c'était drôle parce qu'effectivement, on leur avait posé la question sur qu'est-ce qui fait que l'organisation du travail n'est pas toujours facile. Et les types, ils m'avaient dit, écoutez, tous les matins, on met en place dans l'atelier une organisation pour être efficace par rapport au carnet de commandes, machin. Et lui, il arrive à 11h du mat et il dit le papa, il arrive et il va voir les types un à un dans l'atelier. Il dit mais qu'est-ce que tu fais sur cette machine? Va plutôt au cartonnage, machin. Et donc du coup, alors que lui, il avait l'impression, le père, qu'il avait lâché et il avait donné les clés, il réagissait en fonction de sa propre expérience à lui et il cassait toute autorité managériale des 2 jeunes repreneurs qui, eux, se retrouvaient en disant, effectivement, nous, on croyait qu'on a... en fait, ça n'a pas fonctionné. Donc, cet exemple va parler à quelques dirigeants que j'ai déjà reçus. Je pense qu'il y a des gens qui se reconnaissent déjà dans le truc. Ok, du coup. Bon, donc voilà, moi, c'est vraiment la première question. C'est-à-dire, je trouve, pour aller dans le sens de notre discussion, que on discute trop souvent de la motivation. Okay. Et pas assez de ce triangle-là. Je veux, je peux, je sais. Qu'est-ce que tu mets derrière je sais? C'est de la logique de formation? J'ai été formé. Okay. On m'a donné, le manager, pour le coup, m'a donné le feedback en disant non, c'est pas comme ça. Fais plutôt ceci. Enfin, c'est les apprentissages au sens large. Okay. Pour moi, c'est plus que la formation. C'est vraiment l'accompagnement que fait le manager quand il aide quelqu'un à s'emparer de la bonne façon de faire ceci ou de faire cela. Ok. Voilà. Très clair. On l'a vu autour de la motivation, on va peut-être y revenir. Et je peux, effectivement, on a vu les marges de manœuvre. J'ai une marge de manœuvre. Moi, je me souviens la première fois, tiens, je vais donner un exemple très vieux pour montrer très vieux. J'étais chez un grand éditeur de logiciels il y a 20 ans. Et alors, c'était fantastique parce que on nous avait mis une application pour déclarer nous-mêmes nos frais en ligne. Et on nous avait dit, les gars, c'est merveilleux, c'est la liberté, quoi. Tu saisis toi-même tes feux, tu prends une photo, machin. Sauf que la compta continue. Et donc, on nous avait vendu que ça irait plus vite, okay. que ce serait plus fiable, qu'on aurait plus vite nos sous. Et sauf que, à la compta, les mecs, ils continuaient à éplucher un à un les trucs à la main. Donc, ils n'avaient pas changé leur pratique. Ils faisaient comme avant. Il n'y avait que nous qui avions changé nos pratiques. Et donc, on disait, mais les chefs se moquent de nous. Ils ne nous ont pas vraiment donné les moyens. Ok. Voilà. C'est ça que je voulais dire par je peux. Ok. Donc, je pense que les managers et les dirigeants qui nous écoutent, ils ont bien compris, effectivement, est-ce que j'ai bien donné les connaissances, finalement, y compris l'accompagnement? Est-ce que je donne bien les marges de manœuvre? Est-ce qu'une partie de mes comportements sont pas finalement contre-productifs? Et du coup, si on revient sur, effectivement, la motivation, qui est pas celui qui t'intéresse le plus, moi, j'ai quand même tendance toujours à amener les dirigeants à se poser quand même la question de est-ce que finalement tu as bien compris ce qu'étaient les leviers de motivation de la personne qui est en face de toi? Est-ce que finalement t'es pas en train de transposer tes propres leviers de motivation où toi tu as l'impression que la transformation que tu pousses, que le nouveau projet que tu es en train de présenter, c'est quelque chose qui va intéresser tout le monde et qu'en fait ça contrecarre peut-être les leviers de motivation de la personne qui est en face de nous? Non, mais 1000 fois d'accord avec ça. C'est-à-dire, moi, je dis pas que la motivation m'intéresse le moins. Je dis simplement qu'il faut la rééquilibrer. Oui, j'ai mal reformulé, pardon. Oui, il faut la rééquilibrer. Avec les 2 autres. Avec comment j'accompagne la montée en compétence des gens et qu'ils comprennent comment je fais en sorte que l'organisation leur donne vraiment les moyens. Ensuite, à moi de leur donner envie. Et ça, c'est aussi le cœur du système. Et donc, moi, je ne sais pas si l'équilibriste, vous parle déjà à un certain nombre des gens qui nous écoutent, mais c'est vrai que cet équilibriste, ce modèle qui effectivement consiste à dire la motivation, c'est la grille de lecture de moi, individu, qui me pose la question, cette situation, aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qu'elle me coûte, qu'est-ce qu'elle me rapporte? Et je vais faire en sorte qu'elle me rapporte au moins autant
qu'elle me coûte. C'est un phénomène important, c'est qu'effectivement, la motivation, c'est pas un espèce de... Enfin, pour moi en tout cas, la motivation, c'est pas une espèce de chromosome qu'on aurait quelque part. Sinon, ça, on simplifierait la vie, quoi. On recruterait que les motivés, on ferait une petite analyse, petite prise de sang, et puis hop, t'es motivé, hop, je te prends. Non, c'est un peu plus compliqué que ça, on le sait bien, donc c'est très contextuel. C'est le résultat, effectivement, de cette analyse, perception, y compris parfois très intuitive, et y compris qu'on cherche à rationaliser là avec le modèle qu'on va présenter, mais qui est souvent quelque chose de très intuitif en nous, en disant mais quand le chef me demande ça, je comprends ce que ça me coûte. C'est-à-dire ça me coûte de nouvelles tâches à faire, de nouveaux comportements qu'on attend de moi. Ça, je comprends peut-être d'abandonner des trucs que j'aimais bien faire. Oui, voilà, bah c'est ça. Okay. Voilà. Et puis ce que ça me rapporte, effectivement, je trouve que ce modèle dit de l'équilibriste là est assez aidant parce que pour le manager, parce qu'il simplifie de façon pratique et pas simplette ce que peuvent être les leviers qui fait que quelqu'un se dise ouais, c'est bien de faire ça, oui, je vais faire ça. Ce qui est, pour le coup, je trouve le modèle de l'équilibriste vraiment intéressant avec le fameux modèle caresse, contenu, autonomie, responsabilité, équipe, salaire, etc. De se dire, je trouve que c'est un bon outil parce que beaucoup de managers sont assez vite désœuvrés quand on leur dit, va mesurer ce que sont effectivement, enfin, qu'est-ce qui dans le changement dont on est en train de parler ou la situation actuelle, qu'est-ce qui va effectivement jouer sur ton collaborateur, qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qui lui plaît pas, qu'est-ce qui le motive, qu'est-ce qui ne motive pas. Je trouve que c'est un bon outil qui permet de se poser de manière un peu systématique la question. Oui, et notamment, il a aussi cette vertu que il établit assez bien, je trouve, la frontière entre ce qui est dans les mains du manager et ce qui est dans les mains de l'individu. Concrètement, si on regarde du côté de ce que mon travail me coûte, oui, la façon dont est organisé le travail, la façon dont on explique les comportements attendus, ça, c'est quand même beaucoup dans les mains du manager. Ok, clair. Donc, il a déjà ce levier-là. Si on regarde du côté de ce que ça me rapporte, si on prend nos caresses, la contenu, autonomie, relation, employeur, salaire. Bon, à part le contenu, c'est-à-dire si on dit que le contenu dans le modèle, c'est la façon dont un individu, il trouve que le boulot qu'il fait est intéressant. Et intéressant, on voit bien qu'on rentre dans une zone qui est très intime et très personnelle. Oui, parce que certains sont intéressés parce que ils progressent sans cesse, ils apprennent sans cesse. D'autres, c'est les tâches qu'il y a dedans. D'autres, c'est la diversité des activités qu'ils trouvent dans leur job. C'est un truc qu'il faut vraiment aller creuser pour le coup. Bon, donc ça, c'est pour le coup une dimension très individuelle. Okay. Le manager a pu en avoir quand même, j'allais dire une première expression, quand il a recruté la personne. Ok. C'est pas complètement, on en rigole beaucoup, mais qu'est-ce qui vous plaît dans la vie n'est pas une mauvaise question en entretien de recrutement. Hein. Ça va te donner des leviers pour savoir quel est le rapport de la personne par rapport au contenu du travail. Mais quand on prend les autres dimensions de ce modèle, c'est-à-dire quand on prend la dimension autonomie, oui. Quand on prend la dimension, donc autonomie, l'organisation du travail, est-ce que je donne les clés et avec quelle force et avec quel respect de cette autonomie je donne les clés? C'est la dimension relationnelle, c'est-à-dire comment je décide d'animer ou pas une équipe, comment je décide de créer de la complicité, de la convivialité, ou au contraire, je respecte, il y a plein de débats en ce moment sur la fin du télétravail, on est allé trop loin, on a perdu cette dimension-là, on n'est plus innovant, on n'est plus créatif, machin, bon. Donc, cette dimension relationnelle, le manager, il en a quand même beaucoup. Enfin, c'est aussi sa façon d'être qui va décider des modes de relation qui s'établissent dans l'équipe. Oui, en tout cas, il a probablement des vrais leviers entre les mains. Oui. Qu'il peut avoir le sentiment qu'il ne peut plus exploiter aujourd'hui. C'est-à-dire, moi, je rencontre quand même pas mal de dirigeants qui disent finalement, sur l'équilibre du temps que les gens vont passer au bureau, en fait, si on revient 5 ans en arrière, c'est moi qui pouvais dire quand les gens devaient être là ou pas, et qu'aujourd'hui, je suis quand même obligé de dealer avec ça, et que c'est pas toujours si évident que ça pour eux. Et souvent, ils ont tendance à avoir l'impression d'avoir perdu des leviers, alors qu'en fait, ils pourraient agir sur plein d'autres sujets, sur du rituel, etc. Mais ils peuvent se retrouver en difficulté de pas avoir tous les leviers qu'ils avaient auparavant. J'ai l'impression, moi, quand même, ce qui va les aider par rapport à ce que tu évoques, c'est que je vois quand même un assez fort retour de balancier sur le fait, on revient à pouvoir se dire qu'on a perdu quand même beaucoup
en convivialité, en créativité, en jeu collectif, en sérendipité, enfin si je puis me permettre un gros mot comme ça là en début d'après-midi. Est-ce qu'on sait définir sérendipité ? Sérendipité, c'est les coïncidences heureuses. C'est comment effectivement d'une rencontre, d'une lecture, d'un mot, ça va ouvrir un champ de coopération, d'apprentissage nouveau. Et pour le coup, la vie au bureau, elle est plutôt propice à ça, modulo qu'elle soit organisée. C'est-à-dire que si effectivement, je lisais un article récemment en disant à quoi ça sert que effectivement des gens viennent au bureau, puisque de toute façon ils passent leur vie à s'enfermer dans des salles de réunion pour avoir des conférences téléphoniques avec des mecs qui sont pas là. Alors effectivement, donc on perdait un peu de ce truc. Oui. Mais voilà, moi qui ai vécu dans des organisations où il y avait de l'open space, si toi manager tu considères pas que c'est un endroit où justement tu peux mettre ta patte de convivialité, d'échange, de présence, de socialisation, je pense que tu perds une bonne occasion de créer justement un niveau relationnel ou des types de relations, des types de coopération qui sont plutôt positives pour les individus. Tu as la main là-dessus. C'est marrant parce que j'ai l'impression que quand tu décris effectivement les différents axes là, oui. Donc dans ce que mon travail me rapporte, le contenu, etc., finalement, tu ne prends presque plus comme étant la liste de tout ce que le manager a à disposition comme levier pour agir avec le collaborateur, plutôt que juste les leviers du collaborateur lui-même. C'est presque une espèce de liste à l'après-vert de dire sur quoi je suis en capacité d'agir. Alors, complètement. Pour moi, c'est une vraie feuille de route. Et on en parlait tout à l'heure, c'est qu'effectivement, je me souviens avoir expliqué ce modèle à des managers qui avaient deux réactions diamétralement opposées par rapport à ça, qui disaient à la fois, ça me rassure de voir ce modèle, parce que je vois bien qu'à derrière l'histoire de contenu, on peut pas toujours aimer les mêmes choses pareil en même temps. C'est-à-dire, le collaborateur, il a sa propre raison d'être, il a sa propre dynamique personnelle. Et moi, manager, j'y peux pas grand-chose. Mais d'un autre côté... Alors, ça veut juste dire que du coup, ça déculpabilisait certains managers qui pouvaient se dire, en fait, j'ai l'impression que mes collaborateurs sont pas forcément très bien, mais en réalité, moi, je peux pas forcément leur donner autre chose. Et s'ils sont pas heureux avec les tâches que je leur donne, j'y peux pas grand-chose. Alors... Ouais, enfin, j'y peux pas. Non, j'ai mal reformulé. Non, mais ça me fait penser à un autre exemple. La déculpabilisation. Écoute, moi, je me souviens avoir présenté ce modèle à une manager qui en avait quasiment les larmes aux yeux en disant « Oh, je pensais que tout était de ma faute. » Et je me rends compte qu'effectivement, le comportement des gens est la résultante de plein de choses et qui ne sont pas uniquement ma propre personnalité confrontée à celle de mon collaborateur, et donc il peut pas me piffrer ou Et donc ça, c'est à la fois c'est libérateur. Très bien. Mais d'un autre côté, ça oblige, parce que tu as raison, on se rend compte quand même avec ce modèle que le manager a potentiellement dans les mains beaucoup de choses, y compris, moi je trouve, l'aspect regard que peut avoir le collaborateur sur l'intérêt de son boulot. Je me souviens, écoute, moi on a fait du conseil ensemble, je me souviens de consultants venant me voir en me disant « Mais Olive, mais tu m'as mis sur une mission qui est vraiment pas intéressante, hein. Mais vraiment, je me demande vraiment comment je vais réussir à faire du bon boulot sur cette mission, parce que... » Et ma question était vraiment devenue quasiment rituelle, avec l'âge, c'était de dire, mais qu'est-ce que tu peux faire pour faire que cette mission soit intéressante ? Comment tu peux rendre ce projet qui, a priori, te semble inintéressant, comment tu peux en faire un projet intéressant pour toi, tout en respectant un certain nombre de consignes qui fait que il faut faire ça. Ou est-ce que toi, tu peux trouver de l'intérêt qui rayonne avec tes propres leviers à toi. Donc là, le manager, il peut aider. Il peut aider à faire ça. Et pour le coup, on parle beaucoup d'empathie, d'écoute. C'est le moment où il dit, qu'est-ce que tu trouverais, qu'est-ce qu'il faudrait, que je puisse parler, que je puisse composer, que je puisse écrire, que je puisse animer des trucs. Enfin voilà. Quels seraient les nouveaux terrains? Et moi, travaillant aujourd'hui chez un éditeur de logiciels de gestion des talents, moi, j'ai tendance à penser que la discussion avec le collaborateur sur qu'est-ce que tu vas apprendre, qu'est-ce que ça va te permettre de faire dans le futur, c'est souvent un angle qui marche. Tu m'amènes quand même une transition qui est assez magique. Je sais pas si tu l'as fait exprès ou pas. Pas du tout, là. Non. Vas-y, dis-moi. Donc, tu vois pas la transition vers laquelle je vais. Pas la transition, là. Ok, c'est magnifique. C'est quand même que dans ce que tu décris là, c'est quand même un modèle qui est très coopératif avec le collaborateur, du coup presque comme si c'était une espèce de co-construction de l'organisation du travail entre le collaborateur et le manager.
j'ai quand même l'impression qu'il y a vraiment quelque chose à tirer là-dessus. Oui. Autour de qu'est-ce qui relève finalement de la décision entre guillemets du manager, y compris dans le contexte de travail. Hein. L'autre jour, hier, je crois que c'était hier, cas d'une cliente pharmacienne qui m'explique qu'en fait elle est en train de modifier une partie de l'organisation de la pharmacie, ou en tout cas qu'elle cherche à avoir des comportements plus performants en disant on a des moments de forte activité où il y a beaucoup de clients qui viennent, des moments de la journée, puis des moments qui sont des moments davantage de creux. Ouais. Et elle explique aux équipes, en gros, voilà la liste des activités qu'on fait pas bien ou qu'on fait mal. Et du coup, comment est-ce qu'on pourrait mieux traiter dans les phases de creux ces activités-là? Et elle va jusqu'à, je vous fais la liste des activités et je vous les place quasiment dans le planning en disant, sur telle phase de creux. Donc, elle identifie un problème, elle avance. Et puis, dans notre échange, elle dit, je comprends pas pourquoi ça résiste parce que c'est quand même c'est du bon sens en réalité. Il y a des phases de pic, des phases de creux, on fait les trucs qu'on n'a pas le temps de faire en phase de pic au moment des phases de creux. Je dis c'est du travail quoi. Et ça résiste en face. D'abord, il y a deux choses là-dedans. D'abord, c'est effectivement qui alimente cette espèce de liste de choses à faire pendant les phases de creux. C'est intéressant, mais on comprend bien, j'imagine que tu lui as dû interroger là-dessus, sur le fait qu'elle soit la seule à le produire. C'est peut-être un peu dommage. Souviens-toi, on a été ensemble dans un cabinet où un de nos chefs avait pris cette habitude de placer un paperboard. Oui, je sais, pour les moins de 30 ans, un paperboard. Ça doit parler à tout le monde, un paperboard. Quand même, ça parle encore un espèce de truc. Il le mettait au milieu du bureau. Et quand quelque chose n'allait pas, on allait écrire quelle était la difficulté qu'on rencontrait, et on était incité à s'emparer d'une des lignes quand on avait un peu de temps libre. Et c'était super important parce qu'effectivement, cette espèce de liste des cailloux dans la chaussure, c'était chacun qui l'écrivait. Okay. Et elle était animée comme une espèce de liste visible de tous sur les trucs qui nous plaisent pas et on était incité à s'en servir. Donc c'est peut-être une bonne façon aussi de prendre le truc de façon plus oui, alors j'entends ce que tu dis sur c'est un modèle très coopératif. Enfin, je veux dire, faut regarder les chiffres enfin, je veux dire quand c'est Gartner, je crois qu'il a non, je sais plus qui fait ses études d'engagement là, mais quand on nous explique qu'en France, il y a 2 salariés sur 3 qui sont activement désengagés, c'est-à-dire qu'ils sont volontairement en train de chercher à bosser dans une situation de retrait. Quand on sait que aujourd'hui, en majorité, et ça a été exactement le même chiffre l'année dernière, les gens commencent, parmi leurs bonnes résolutions, il y a quand même 2 Français sur 3 qui font de changer d'employeur leur bonne résolution de l'année, quoi. Donc, on peut pas faire sans eux, ou alors si on veut faire sans eux, faut faire autre chose dans la vie, quoi. Faut être écrivain, mais si on veut faire du business avec des gens et faire ensemble des trucs qui vont produire du succès, on ne peut pas faire sans eux. Enfin, en tout cas, je voudrais bien que quelqu'un qui ait réussi à le faire me le démontre aujourd'hui. Donc ça veut bien dire qu'il y a un vrai axe quand même vu de ta fenêtre. Vu de ta fenêtre. Excellent. Ah bon, on dira après que c'était le nom d'un super blog. Un blog extraordinaire. Est-ce qu'il est toujours actif? Il n'est pas très actif, mais s'il y a des sujets, et notre discussion va sûrement faire naître, il pourrait revenir. Donc n'hésitez pas à aller lire Vue de ma fenêtre, qui était le blog d'Olivier et dans lequel il y avait plein de sujets très intéressants. Vue de ta fenêtre, ça veut dire que il y a sûrement quelque chose autour du coopératif à l'intérieur d'une organisation où le manager a intérêt à co-décider davantage de choses que ce qu'il pouvait faire par le passé avec les collaborateurs pour rentrer dans une logique de responsabilisation, quoi. Oui, mais enfin, c'est très ancien. Ma maman, qui est prof et du haut de ses 82 ans, l'autre jour, elle était toute contente. Elle avait retrouvé cette vieille citation de Benjamin Franklin. Donc Benjamin Franklin, je rappelle, on est au XVIIIe siècle quand même, et donc qui expliquait que en termes de pédagogie, on apprenait vraiment que quand on disait il dit si tu me dis, je vais oublier. Si tu m'enseignes vraiment, je vais retenir un peu. Et si tu m'aides à faire et si tu m'impliques, là, je vais changer ma façon de faire. Donc, c'est pas très nouveau que des gens ont découvert que en faisant avec les autres, on avait plus de chances que ça fonctionne que quand on décide de faire tout seul ou on leur dit « vas-y, je compte sur toi ».
Du coup, quand on tire le fil de responsabilisation des collaborateurs et de quelque chose de très coopératif, là, est-ce que toi, tu as quelque chose à dire autour de comment est-ce que je fixe le cadre et comment est-ce que je laisse de la liberté sur les moyens? Est-ce que tu as du coup un sujet là-dessus ou est-ce que c'est pas ton point? Mon point là-dessus... Moi, je suis très sur la compréhension et le partage des intentions. C'est-à-dire, je suis très sur l'idée que pourquoi on est là. Tu vois, allez, je vais donner un exemple tout bête, mais la première image qui me vient, c'est quand Steve Jobs explique que chez Apple, on est là pour aider les gens qui pensent différemment. Je me dis que beaucoup d'êtres humains et beaucoup d'individus dans une organisation sont capables de s'emparer de cette idée-là en disant qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour effectivement permettre ça. C'est-à-dire que la définition du cadre, moi je crois beaucoup aux inspirations, au fait qu'effectivement, moi je suis on a été ensemble dans un cabinet dans lequel on expliquait qu'il fallait agir pour ce qui compte. Oui. Eh ben franchement, cette petite musique au quotidien, si on me la rappelle, moi je vais avoir tendance à me dire j'ai confiance dans les collaborateurs que j'embauche parce que c'est des mecs intelligents, parce que c'est des types à qui je donne les moyens et le cadre pour. Si je leur donne les clés avec quand même ce guide-là, agir pour ce qui compte, eh ben ils vont savoir faire. Donc du coup, moi je suis plutôt partisan d'un cadre. J'étais à Cap Canaveral, j'étais en vacances il y a pas longtemps, donc. Et il redisait, voilà, l'échec n'est pas une option. Et il y a ça partout dans la boutique de souvenirs de l'échec n'est pas une option. Et moi, je trouve que c'est une phrase qui est un peu stérile, c'est-à-dire qu'effectivement, allez les gars, tapez dans ses mains en disant l'échec n'est pas une. Bon, j'ai quand même vu d'où venait cette affaire. L'échec n'est pas une option. C'est pendant la mission Apollo 13, quand les mecs se rendent compte qu'effectivement on risque de perdre les cinq types qui sont dans, ils décident de dire que c'est le seul truc qui compte. C'est-à-dire, le seul truc qui compte, c'est de les ramener vivants. Et ils vont être prêts à dégrader tout ce qu'ils imaginaient sur ce qu'étaient les bonnes procédures de sécurité et les bonnes façons de réparer avec cette idée. Allons-y mollo, ce qui compte, c'est que les mecs soient vivants pas à pas. Et c'est dans ce cadre, bon, mais là, pour le coup, l'échec n'est pas une option, c'est-à-dire qu'effectivement, le fait que les types disparaissent, ça doit rester notre boussole. Donc moi, je pense que le manager, il a un sacré travail de boussole, enfin un sacré travail. Cette boussole qui est la sienne, il a super intérêt à la faire partager, à la faire comprendre, et derrière à faire confiance aux gens. Moi, je dirais ça sur le cadre. Okay. Non, mais et je suis peut-être un peu naïf. Non, c'est très intéressant parce que beaucoup de modèles, quand on parle de délégation, notamment avec les collaborateurs, on est beaucoup dans le manager fixe le cadre, il fixe un certain nombre de limites, il doit vraiment laisser la liberté aux collaborateurs sur les moyens. Et moi, j'avoue que je sensibilise beaucoup les dirigeants là-dessus en disant, va surtout pas t'occuper des moyens et du comment il faut faire, c'est de la responsabilité du collaborateur. Mais parfois, ça peut être compris à l'envers, en disant, bah finalement, c'est bien moi, manager, qui doit bien fixer le cadre et les objectifs. Dans ce que tu es en train de dire, il y a aussi quelque chose de, parfois, un bout de l'ambition, de pourquoi on est en train de faire ce qu'on est en train de faire ensemble, doit être quelque chose qui est finalement plus partagé que ce qu'on pouvait imaginer par le passé. Ah bah moi je crois complètement à ça, c'est-à-dire que c'est devenu un peu une tarte à la crème que de dire qu'il faut manager par le sens. Bon, ok, mais ça reste pour autant le moteur de gens de plus en plus éduqués, de plus en plus instruits, de plus en plus avec des points de référence nombreux sur qu'est-ce qui se passe dans le monde, dans les autres entreprises, avec mes copains quand on discute le week-end de nos boulots respectifs. Donc du coup, qu'est-ce qu'on est venu nous faire là, dans cette affaire, est vachement important à articuler. Enfin, moi, je crois que et je pense que souvent, les managers mesurent pas assez l'influence qu'ils ont. Voilà, l'influence qu'ils ont dans les mots qu'ils choisissent sur pourquoi on est en train de faire ce qu'on est en train de faire. On pouvait pas mieux terminer un podcast sur le management. C'est magnifique. Je crois qu'on a un titre là. Voilà. Bon, avant qu'on commence, on en avait déjà 2-3 en stock, mais là du coup, je pense qu'on a un bon titre. Ouais. Du coup, juste en élément de synthèse, il y a quand même cette idée de, même si vous avez acquis l'équilibriste et que vous travaillez sur la partie motivation, ne pas se limiter à la logique de motivation, mais aller regarder aussi pour générer un comportement performant. Est-ce que je donne bien véritablement les moyens de faire? Est-ce que la personne sait ce qu'elle a à faire? Oui. Okay.
et qu'il y a bien un truc autour de la logique d'ambition qui doit bien effectivement être le plus partagé possible, et dans la définition de cadre et de moyens, de pas se limiter justement à donner des marges de manœuvre aux collaborateurs sur les moyens, mais probablement aussi d'avoir une vraie discussion autour du cadre avec lui. Oui. Non, je rigole parce que je sais pas si tu as déjà vu cette vidéo célébrissime vidéo sur YouTube de Simon Sinek, là, qui explique que toutes les organisations doivent travailler sur pourquoi elles font les choses, comment elles font les choses, oui, et qu'est-ce qu'elles font, en expliquant que Martin Luther King, en 63, je crois, n'a pas dit, j'ai un plan. J'ai un plan d'action, il dit j'ai un rêve, voilà. Donc, partageons-le. Merci beaucoup, Olivier, d'être venu. Merci infiniment. Merci Yannick. Bonne journée. À bientôt. À plus tard. Merci à tous. À bientôt dans un nouvel épisode du Coup de Bigot. Merci d'avoir écouté et visionné ce podcast. S'il vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner. Et vous pouvez également mettre une note 5 étoiles sur votre plateforme favorite. Si vous rencontrez vous aussi une situation managériale sur laquelle vous souhaitez un regard nouveau, n'hésitez pas à me laisser un message sur LinkedIn ou sur Instagram et j'aurai le plaisir de vous recevoir dans les mêmes conditions dans le podcast pour l'analyser ensemble et le partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.